Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour chers téléspectateurs, vous que nous suivez avec attention sur cette chaîne YouTube Une demi-heure de silence et à travers l'émission L'étendard du midi, version Nid d'Aigle. Après avoir développé des sujets qui ont précédé, et à présent, nous allons traiter sur Moïse, le prince d'Égypte, parce que c'est l'un des indices très capital qui démontre effectivement que les Hébreux étaient noirs comme les Égyptiens. Alors, en parlant de Moïse ici, nous prenons dans Acte 7, le verset 20 jusqu'au verset 22, comme l'élément de départ. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux des dieux. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Voyez, ici, la mère adoptive de Moïse ne considère pas ou ne présente pas Moïse comme étant un fils adoptif. Mais Étienne est clair ici, et l'éleva comme son fils. Comme dit Frère Branham, pour connaître mieux ce qui se passe, il est très très important que nous fassions un tour en Égypte et puis consulter les documents. Donc, la problématique Moïse, c'est que c'est un enfant hébreu. Et les légendes disent que cette femme, la fille de Pharaon, avait perdu son mari qui était un général. Et donc, elle voit venir le coffret dans lequel était placé Moïse. Elle envoie sa servante et quand elles ouvrent, elle constate que c'est un enfant hébreu. Mais pour elle, elle considère que comme il sort du Nil, c'est le retour de son mari qui revient. Et du coup, il prend l'enfant qu'il considère comme étant son propre fils. Or, souvenez-vous qu'il y avait un décret royal qui ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles naissant des Hébreux. Donc, en camouflant, en dissimulant la nationalité de Moïse, la fille de Pharaon était allée à l'encontre de ce décret royal. Si ça arrivait à être mise à nu, cette information coûterait à cette fille, à cette princesse d'Égypte, soit l'exclusion, ou elle serait déchue pour avoir introduit dans la maison de Pharaon une sémence étrangère. D'où nous comprenons par là que le cas Moïse était une information qui était gérée par la servante de la fille de Pharaon elle-même, la maman de Moïse, la sœur de Moïse, le frère de Moïse et le père de Moïse. Donc, en tout, à peu près 6 personnes étaient au courant de cette information sur la vraie identité de Moïse. Donc, c'était une information qui était gardée secrète en ce temps-là. Ainsi, les pharaons, comme nous allons le démontrer, sont des noirs. Aujourd'hui, la science a prouvé avec des tests et tout que c'était des négros, c'était des noirs, les pharaons. Et puisque nous sommes en train de traiter sur la question sur le blanchiment de l'Égypte antique, qui n'était en effet qu'une ruse pour voiler la véritable identité des Hébreux de la Bible.
Ainsi, nous voyons que la clé la plus claire est Moïse, parce que Pharaon est noir, le fils de Pharaon est noir, la fille de Pharaon est noire, le défunt mari de la fille de Pharaon est noir, et que la fille de Pharaon présente un prince à la cour pharaonique, et si ce prince-là, comme certains, comme d'aucuns le pensent, ou le sujet, que Moïse soit blanc, et que le prince Moïse soit présenté dans une communauté, dans une cour, où il n'y avait que de noirs. Du coup, aussitôt, la question devait être posée, d'où as-tu eu cet enfant? Avec qui tu as fait cet enfant? Parce que tu ne peux pas avoir un enfant qui n'est pas de même nature que toi. D'où Moïse était identique à toute la lignée des pharaons. Voilà pourquoi il n'a pas été reconnu comme étant un hébreu. Il n'a pas même été soupçonné comme étant un hébreu, parce que la vérité sur les origines de Moïse n'apparaît que 40 ans plus tard, lorsqu'il vient tuer l'Égyptien. Et c'est les Hébreux eux-mêmes, d'ailleurs, qui ont fait fuiter l'information. Qui t'a établi juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Hébreu? Pardon, comme tu as tué l'Égyptien. Donc ainsi, déjà, suite à cette écriture, que Moïse soit inséré ou placé comme prince d'Égypte, et il a eu accès. Il a eu l'instruction de base. Et l'écriture est précise, si Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, il est prince d'Égypte. Il a appris toute la formation princière. Il a eu accès à tous les dieux de l'Égypte. Il a eu accès à toute la sagesse de l'Égypte. Donc, il avait même droit à la succession, Moïse. Et Frère Branham me dit qu'il a fallu que Dieu prenne le même temps, 40 ans, pour le dépouiller de tout ce qu'il avait accumulé chez Pharaon. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre, mais vous verrez que lorsqu'il croise l'Éternel 40 ans plus tard, il dit que j'ai des lacunes pour parler. Mais comment? À quel moment c'est arrivé? Puisque ici, par la formation qu'il avait reçue chez Pharaon, ça faisait de lui un homme puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse n'avait rien de moins que les princes de l'Égypte. Il était considéré comme un prince de l'Égypte, ayant même un droit à la succession, parce que il était le fils de la fille de Pharaon. Et plus tard, quand sa vraie identité fut découverte, il fuit dans le pays de Madian. Mais là, lorsqu'il prit part, là, il fit la défense des femmes et des filles de Jéthro. Mais quand Séphora, qui devient plus tard sa femme et ses sœurs, font le rapport à leur père parce qu'elles étaient rentrées plus tôt. Mais Séphora n'avait pas vu en Moïse un Hébreu. L'Écriture dit dans Exode 2, le verset 18 à 19, « Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Donc Séphora, qui n'a jamais vu Moïse, quand il a vu Moïse, il était trait pour trait aux Égyptiens. Or, les Égyptiens sont bel et bien noirs. Et pour appuyer cela, je prends des données historiques, ce que dit Hérodote là-dessus, les pères de l'histoire, des Grecs qui ont fait des rapports pour nous montrer quelle est la morphologie des Égyptiens. Hérodote dit
À propos de l'origine des Kolch, les Kolchidiens sont de la race égyptienne. Ce que je dis était mon opinion personnelle avant que je l'eusse entendu exprimer par d'autres. Quand j'ai pris à cœur cette question, j'interrogeais des hommes des deux peuples et je trouvais que les Kolchidiens avaient plus de souvenance des Égyptiens que les Égyptiens des Kolchidiens. Mais les Égyptiens me disent qu'à leur avis, les Kolchidiens descendaient des soldats de Sosostris. Je l'avais conjoncturé moi-même d'après deux indices. D'abord, parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crepus. À vrai dire, cela ne prouve rien, car d'autres peuples encore sont dans ce cas. Ensuite, et avec plus d'autorité, pour des raisons qu'un seul parmi les hommes, les Kolchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens pratiquent la circoncision depuis l'origine. Donc ici, Hérodote est en train de faire un lien de parenté entre les Égyptiens et les Kolchidiens. Les Kolchidiens, c'était un peuple qui se trouvait vers la mer Caspienne là-bas, mais qui étaient des Noirs, qui étaient identiques aux Égyptiens. Et donc, dans ses études, il a voulu savoir, mais d'où ils sortent, comment, alors que les Égyptiens, ils sont en Afrique, et eux qui sont vers l'Asie, comment ils se retrouvent ainsi? Et il a remonté la pente, et il a fini par découvrir un lien de parenté entre les Égyptiens et les Kolchidiens, et même les Éthiopiens, parce que le lien était la circoncision. Donc voyez-vous que ça, c'est même le père, considéré comme le père de l'histoire, qui est en train de montrer que les Égyptiens sont de peau noire et ainsi des cheveux crepus. Strabon, en 58 avant Jésus-Christ jusqu'en 25 après Jésus-Christ, Strabon visita l'Égypte et presque tous les pays de l'Empire romain. Il confirme la thèse selon laquelle les Égyptiens et les Kolch appartiennent à la même race. Mais il pense que la migration s'est faite à partir de l'Égypte vers l'Éthiopie et la Kolchide. Bon, après, il finit par conclure que les Éthiopiens sont plus noirs que les Hindous. Donc, pendant cette période-là, les seuls noirs n'étaient pas simplement les Éthiopiens, puisqu'il y a des Hindous qui sont aussi des noirs, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous que c'était pas un problème. Il y a beaucoup de données ici historiques qui vont nous démontrer que les Éthiopiens, les Égyptiens, parce que le problème n'est pas trop sur les Éthiopiens, mais il s'agit ici des Égyptiens parce que Moïse est prince d'Égypte. Donc, il confirme ici que les Égyptiens de l'Antiquité, de l'Égypte antique, ils étaient des nègres de teint sombre avec des cheveux crépus. Ainsi, Moïse, qui est identifié par Séphora comme étant un Égyptien, il est noir avec des cheveux crépus et s'habillant comme un Égyptien. Et la Bible, généralement, associe toujours l'Éthiopie avec l'Égypte. Pour preuve, nous avons ici dans le psaume 68, le verset 32, dit « Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. » Voyez-vous qu'il y a cette combinaison entre l'Égypte et l'Éthiopie. Qui est l'Éthiopien? Parce que nous avons traité sur le cas du pays de Cam. Et nous avons montré que Cam a engendré Couche, qui est l'Éthiopie, le premier-né, Mitzraïm, qui est le deuxième-né, qui est l'Égypte, Pout, le troisième-né, qui est les autres, le Soudan jusqu'au Libye là-bas. Ensuite, il y a Canaan. Dans Jérémie, chapitre 23, le verset, et Jérémie 13, le verset 23, il dit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? » Parce que les Grecs appellent Éthiopia des hommes sombres, des hommes bronzés, des hommes brûlés par le soleil. Et ces Éthiopiens sont des frères des Égyptiens. Dans Amos, chapitre 7, 3, 9, le verset 7, la Bible commence à comparer, c'est là où ça devient intéressant, mes bien-aimés. Le Seigneur compare les Hébreux à des enfants éthiopiens. Il dit,
n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants éthiopiens? Or, chez Jérémie 13, le verset 23, il montre est-ce que un couchiste, un Éthiopien, peut-il changer de peau? Mais chez Amos ici, il montre que n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants éthiopiens? Donc, voyez-vous que les Hébreux et les Éthiopiens, il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle Moïse est comparé comme un Égyptien. Ensuite, dans Lamentation, chapitre 4, le verset 8, là, c'est Jérémie commence à décrire l'aspect des enfants de Sion. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Voyez? Donc, jusqu'à ce jour, la blancheur des Hébreux sera difficilement démontrable dans la Bible. Parce qu'il y avait l'Éternel lui-même compare ces Hébreux à des enfants éthiopiens. Et quand vous allez chez les Éthiopiens, peuvent-ils changer de peau? Ce n'est pas possible parce qu'ils sont sombres. Alors, depuis l'Antiquité, ces écrivains, ils n'avaient pas de problème pour décrire l'anthropologie physique des Égyptiens, ni des Éthiopiens. Mais pourquoi, au fil des années, c'est devenu un problème? Voilà pourquoi nous nous posons des questions du genre. Que cache ce complot? Que cache ce blanchiment? Pour quelles raisons ils ont pensé qu'il faut nécessairement blanchir l'Égypte? Et aujourd'hui, nous avons compris cette machination. En effet, la race aryenne, c'est-à-dire les Indo-Européens, n'acceptaient jamais, c'est-à-dire ceux de la ligne de Japheth, les Blancs, n'acceptaient jamais, suivez-moi attentivement, parce que c'est un problème sérieux. Et on ne peut pas s'émanciper, on ne peut pas être délivré, on ne peut pas reprendre notre position si premièrement on ne découvre pas la faille, d'où est venue la faille. Et c'est quand on découvre la faille, en ce moment-là, on peut commencer, comme on dit, pour reconstituer avec précision l'historicité et jusqu'à arriver à notre grandeur, c'est-à-dire retrouver la grandeur que nous avions perdue. La race aryenne n'a jamais accepté que ces gens-là, ces Kamites, puissent avoir de l'avancée dans tous les domaines que ceux qui prétendent être plus supérieurs, c'est-à-dire les Blancs. D'où Cambis, en 525, sachant que ils ont la technologie, c'est-à-dire les Égyptiens, à tous les niveaux, les mathématiques, la science et tout, ils sont plus avancés, ils sont obligés, eux, de se focaliser dans l'art du maniement de l'art, l'arme de la férocité, l'arme de la guerre, l'art de la guerre. D'où en 525, ils s'affrontent, je crois, à Carchemish, et l'Égypte perd la bataille. Et Cambis, quand il rentre en Égypte, c'est pour saquer les temples. C'est pour chercher à détruire tout. Il prend tous les savants, il les transporte là, à Persépolis, afin de bâtir, parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes la technologie ni le savoir de la construction. Donc, il fallait récupérer tout ce savoir égyptien pour aller le développer chez eux. D'où il fallait couper tous les mécanismes de transmission de savoir. Et à partir de ce moment-là, c'est là, vous verrez même dans la Bible, on commence à parler des esclaves éthiopiens. Voyez-vous qu'on commence à humilier la race noire pour qu'on puisse les soumettre à de l'esclavage. Et ce poison a pris son paroxysme pendant la période du commerce triangulaire. Et lorsque nous arrivons
au commerce triangulaire, ça devient pire. Mais jusque-là, il n'y avait pas un problème. L'Égypte était toujours noire. Arrivé à la découverte, qu'on a pu décrypter les hiéroglyphes avec Champollion et ceux qui sont suivis, ils ont fini par se rendre compte quand ils ont eu accès aux informations qui étaient inscrites sur les hiéroglyphes parce qu'ils pouvaient détruire les temples. 2 fois de suite, la bibliothèque d'Alexandrie a été démantelée, détruite pour faire disparaître toutes ces traces-là. Mais on ne pouvait pas détruire ce qui était inscrit dans les pyramides. C'est la raison pour laquelle, avec l'égyptologie qui commence, et on découvre que tous ces gens-là étaient plus rusés parce qu'ils savaient que les malheurs devaient venir. D'où ils avaient placé d'autres informations en dehors de ce qui est inscrit dans les bibliothèques. Tout était inscrit sur la pierre. Or, on ne peut pas détruire la pierre. Voyez-vous que... Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du coup blanchir l'Égypte. Et rapidement, il faut prendre la résolution, il faut blanchir l'Égypte parce que ils avaient déjà légalisé la traite négrière. Ils avaient déjà légalisé l'esclavagisme des Noirs. Et là, ils découvrent enfin que finalement, ceux-là qui ont apporté la civilisation, les pères de la connaissance, les pères du savoir, c'est cette race-là qu'eux, ils appellent le chaland ou la rupture sur la chaîne de l'évolution. Donc, toutes les qualifications qu'ils ont données à la race noire, qui n'ont rien apporté à la civilisation. Et devant les faits, ils se retrouvent que là, c'est eux, les mathématiques, la science, tous les savoirs, la philosophie, à tous les niveaux, la médecine, c'est eux qui sont les maestros, les maîtres. Ça pose un problème en ce moment-là. D'où commence la falsification, le blanchiment dont nous avions dénoncé ici, de l'Égypte antique. Du coup, il faut vite blanchir l'Égypte parce que sinon, si les gens arrivent à découvrir que les pères de la connaissance, que ce sont ces nègres-là, ça sera la catastrophe. Et à cela s'ajoute le complot mafieux des Khazars qui a continué à maintenir ce blanchiment. Parce que si les textes de la pyramide révèlent que les pharaons étaient noirs et que l'Égypte était noire, en ce moment-là, la question Moïse sera soulevée. Et si la question Moïse est soulevée, du coup, on fera le lien que les Hébreux étaient comme Moïse. Donc si Moïse est comme les pharaons, ce qui revient à dire, Myriam, sa sœur, est comme les pharaons, Aaron, son frère, est comme les pharaons, Jochebed, Amram, son père, tous, ça veut dire tous les Hébreux, sont identiques aux Égyptiens. Donc il fallait maintenir ce blanchiment et maintenir ces Caucasiens, ces Arabes qui ont occupé la Méditerranée, d'où on se retrouve avec la Libye blanchie, on se retrouve avec le Maroc, on se retrouve avec la Tunisie, l'Algérie, tout blanchi, voyez-vous, et l'Égypte blanchie. Et ceci parce que ça cachait la vraie information. Parce qu'après que l'Empire khazar a disparu, ces prosélytes se sont répandus dans tous les royaumes et tout. Ils ont occupé les postes clés de tous les empires. Raison pour laquelle nous voyons les meilleurs Rothschild, qui sont ces Khazars, ont échafaudé des plans pour contrôler le monde. À travers des guerres et tout, ils ont placé les empires financiers à travers l'économie, les banques. Raison pour laquelle Frère Branham dit que mais l'argent du monde est entre les Juifs. Mais il s'agit de quels Juifs? Ce ne sont pas les Juifs des souches, ce sont des prosélytes. Parce que les vrais Juifs, ils sont en Afrique et partout ailleurs. Mais les faux Juifs ils ont pris l'identité des Juifs et voilà, ils ont pour contrôler le monde. Ainsi, voyez-vous qu'il fallait maintenir cette idéologie que l'Égypte est blanc. Et quand l'Égypte est blanc, ça veut dire que Moïse est blanc et aussi les Hébreux sont blancs. Ainsi, nous arrivons à une catastrophe, un grand poison qu'on appelle même le poison blanc qui a été inculqué dans des gens. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des développements de théories du genre comme le sionisme avec Theodor Herzl et plus tard,
qui a été appuyé par Lord Balfour avec la déclaration de Lord Balfour ordonnant la création d'un foyer juif en Terre Sainte. Donc voyez-vous que ces gens-là ont occupé des postes les plus stratégiques, des ministres et tout ça, dans les empires les plus puissants comme l'Empire britannique et tout, parce qu'ils avaient déjà échafaudé le grand plan mafieux pour occuper la Terre Sainte, alors que les vrais Hébreux, selon Frère Branham, ils ne sont pas des Blancs, ils sont des Noirs. Et Frère Branham dit que le Juif est une personne brune. Le Juif est brun. Le Juif est noir. Et voilà pourquoi nous croyons que les authentiques, ce sont ceux-là qui sont restés en Afrique, précisément les Falachas, qui sont de la dynastie de Salomon, avec la reine du Midi, et les prémices d'Israël, qui se sont déportés pour accompagner le fils de Salomon avec Makeda. Donc ainsi, nous terminons avec le sujet de Moïse. J'aimerais que vous puissiez retenir que la découverte de l'égyptologie, la décryptation des hiéroglyphes, qui a donné des informations claires révélant que les maîtres de l'Égypte, les Chaldéens, les prêtres de l'Égypte, les pharaons, que l'Égypte était noire, a causé un vrai problème sur la traite des Noirs. D'où du coup, il fallait donner une autre version de la racine de l'Égypte pour la blanchir. Et de l'autre côté, ce blanchiment de l'Égypte était une ruse afin que le monde puisse accepter le retour des Juifs blancs en Terre Sainte. Parce que si les gens découvraient que les Juifs sont noirs, alors ceux-là qui rentrent dans la terre promise sont blancs, il y aurait un problème. Voilà pourquoi il a fallu maintenir les gens dans cette ignorance-là pour avaler ces inepties, pour avaler ce mensonge. Mais je crois que l'heure est arrivée, comme a dit Frère Branham, que la lumière finit par jaillir pour chasser toute forme de confusion. C'est l'accomplissement de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 12, vers le verset 40-41. Il dit que la reine du Midi s'élèvera et condamnera cette génération. Voilà pourquoi Frère Branham prend cette écriture et dit qu'elle se lèvera au dernier jour et viendra condamner Boston. Voyez-vous? Qui est à Boston là-bas? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Voilà en gros cette machination qui est aujourd'hui mise à nu. Pour découvrir qui sont les Hébreux, vous devez d'abord connaître qui sont les Égyptiens. Et la clé de voûte entre les Hébreux et les Égyptiens, c'est le prince Moïse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.